Dans cette vidéo, je vais vous parler de la dernière partie du chapitre, c'est-à-dire la loi normale. C'est la deuxième loi continue que l'on étudie en secondaire. On a déjà étudié la loi uniforme, mais en pratique, il y a peu de variables aléatoires qui sont équiprobables dans l'intervalle sur lequel elles évoluent, comme la loi uniforme. Si je prends par exemple la taille des élèves de Saint-Barth, le plus petit fait peut-être 1,20 m, le plus grand fait peut-être 2,10 m, mais si je regarde la probabilité de tomber sur un élève qui fait entre 1,50 m et 1,60 m, ce sera plus probable, à mon avis, que de tomber sur un élève qui mesure entre 2 m et 2,10 m. Donc la probabilité, même sur un intervalle qui a la même largeur, n'est pas la même suivant la taille que je considère. Donc tous les événements ne sont pas équiprobables. Alors la loi normale, qu'on peut aussi appeler la gaussienne ou la loi de Laplace-Gauss, c'est la loi dont la densité de probabilité ressemble à ce fameux chapeau de Napoléon qui est dessiné ici. C'est la courbe en cloche qu'on voit très souvent dans les médias. Pour l'instant, avec le corona, on l'a vu beaucoup de fois. Cette loi intervient pour des phénomènes aléatoires soumis à de multiples causes, agissant additivement et indépendamment l'une de l'autre et dont la répartition des valeurs s'étale de façon symétrique autour de leur moyenne. C'est le cas par exemple des données anthropométriques. Donc la taille souvent se représente suivant une loi normale, le poids aussi, c'est valable pour les humains, mais pour les souris, les alligators, pour n'importe quel individu. Ça marche aussi pour tout ce qui est biométrique, donc le taux d'urée, le taux de fer dans votre sang, le taux de cholestérol, eh bien, va suivre cette loi. La répartition des données, si on les regarde statistiquement, ça va ressembler à cette courbe en cloche. Ça marche aussi pour les mesures d'appareils qui sont fabriqués en série. Et si, par exemple, on fabrique, je ne sais pas moi, des boulons, et il y a des différences d'un boulon à l'autre fabriqué par une machine et qui sont infimes, ce sont de l'ordre des microns, mais si on mesure les boulons de manière précise et qu'on fait une répartition des boulons, on va avoir une courbe en cloche comme ça, comme la loi normale. Cependant, il faut bien se garder de se dire que si on a une répartition qui n'a pas cette courbe en cloche, ça ne veut pas dire qu'on a une répartition qui est anormale. Ça veut simplement dire que la loi de probabilité qui va représenter le mieux la répartition sera une autre loi, même si la loi normale est la plus courante. Alors je vais faire aussi un lien avec ce que je vous ai raconté au début du chapitre, quand je vous ai parlé de la loi binomiale et qu'on lançait une pièce plusieurs fois et qu'on regardait le nombre de fois que l'on obtenait pile sur n lancés. Alors ici, il y a 4 cas de figure. Si je regarde celui en haut à gauche, j'ai lancé une pièce de monnaie 2 fois et vous avez le diagramme en bâtonnet des probabilités d'obtenir 0 pile, 1 pile ou 2 piles sur les 2 lancés. Si par contre, je lance ma pièce 4 fois, et je regarde le nombre de piles que j'obtiens sur les 4 lancés, ça peut varier aussi entre 0 et 4. Je peux calculer les probabilités grâce à la loi binomiale et j'obtiens un diagramme en bâtonnet comme celui-ci. Et vous voyez que d'une fois à l'autre, j'augmente le nombre de lancés. Donc en bas à gauche, j'ai lancé 8 fois la pièce. Vous avez le diagramme en bâtonnet avec les probabilités. Et quand je lance 16 fois et que je relie tous les sommets de mes petits bâtonnets, qui représentent les probabilités d'obtenir entre 0 et 16 piles, qu'est-ce que l'on constate? On obtient une courbe en cloche et ça ressemble vachement à la loi normale. Alors qu'on a une variable discrète et que je viens de vous dire que la loi normale, c'est une loi qui correspond à une variable continue. Donc on va voir par la suite que quand on va pouvoir de temps en temps approcher une variable discrète par la loi normale. Alors pour illustrer ça, que si on augmente le nombre de tirages, on obtient quelque chose qui ressemble à la loi normale, on peut aussi le montrer avec la planche de Galton dont je vous ai déjà parlé précédemment. Alors ici vous avez une planche de Galton, c'est écrit en dessous, Galton board.
et qui est représenté ici, ce n'est pas des clous, ce sont des petits picots en plastique. Vous avez un triangle ici avec je ne sais pas combien de lignes, de rangées de petits picots en plastique. Alors on met des microbilles dans la partie supérieure et chaque fois qu'une bille tombe, elle a le choix, soit elle va à gauche, soit à droite. Donc c'est un peu comme le pile ou face. Et puis elle tombe sur la ligne suivante ou elle tombe de nouveau sur un picot où elle a autant de chances de tomber à gauche qu'à droite. Et donc, on a un tas de billes au-dessus qui tombent et on constate qu'il y en a beaucoup plus qui tombent au centre que sur les côtés. Donc, on pourrait se poser la question, est-ce qu'il est plus probable de faire systématiquement gauche-droite, 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 gauche-droite que de faire systématiquement droite-droite, droite-droite? Non, la probabilité est la même. Ce qu'il y a, c'est que pour arriver dans une des colonnes à droite, il n'y a que, je vais dire, un seul chemin possible, c'est de faire tout le temps droite. Tandis que pour arriver dans une colonne ou au centre, vous pouvez faire par exemple droite-gauche tout le temps, ou bien 2 fois droite, 2 fois gauche, 3 fois droite, 3 fois gauche, ou bien 4 fois droite, 1 fois gauche, 1 fois droite et puis 5 fois gauche, peu importe. Donc il y a plein de chemins différents pour arriver au centre. Par contre, pour arriver sur les côtés, il n'y a pas 36 000 possibilités. C'est pour ça que finalement on obtient une courbe en forme de cloche. Je vous laisse admirer. On place d'abord toutes les microbilles dans la partie supérieure, on retourne et voilà toutes les billes qui tombent. Encore une fois. Encore une dernière fois en gros plan. Chaque fois, on obtient une répartition qui ressemble à cette courbe de Gauss. Revenons à la théorie. Je vous ai dit que la loi normale était une loi continue, et qui dit loi continue dit densité de probabilité, et donc il y a une fonction qui représente la densité de probabilité, et qui dit fonction dit expression analytique. Voilà l'expression analytique de la loi normale. Donc vous avez une fonction, vous voyez que c'est une fonction exponentielle. La moyenne mu intervient dans la fonction exponentielle et l'écart type aussi. Donc, quand on a une variable aléatoire qui suit une loi normale, on dit qu'elle suit une loi normale de cette manière-là, en langage mathématique, x, et puis le signe spécial ici, je ne sais pas comment on l'appelle précisément, et puis grand N pour normal, et puis on précise la moyenne et l'écart type. Donc, la loi normale possède des propriétés remarquables. D'abord, elle est complètement déterminée dès qu'on connaît la moyenne et l'écart type. Son mode, sa médiane, sa moyenne, c'est la même chose puisqu'elle est parfaitement symétrique par rapport à la moyenne. Elle a une forme de cloche. Elle a des points d'inflexion. Si on fait son étude en analyse et qu'on calcule la dérivée première et la dérivée seconde, on verra qu'elle a des points d'inflexion quand grand X est égal à mu moins sigma et quand grand X est égal à mu plus sigma. Alors, l'aire qui est comprise entre la moyenne et de part et d'autre une fois le sigma, ça représente 68%, donc à peu près 2/3 des valeurs prises par la variable que l'on considère. Par contre, si l'on prend la moyenne plus ou moins 2 fois l'écart type et qu'on construit un intervalle comme ça, on obtient 95% approximativement des valeurs prises par la variable. Alors ça peut paraître un peu abstrait comme ça, donc je vais vous le montrer avec GeoGebra. Alors nous voici dans GeoGebra, j'ai tapé l'expression analytique de la fonction de densité, vous la voyez écrite en petit au-dessus, et j'ai pris des valeurs au hasard pour la moyenne et l'écart type. Donc ici j'ai une moyenne de 16,5, mais je peux la changer. Donc quand je change la moyenne, ma courbe de Gauss fatalement elle bouge, Elle garde la même forme mais elle se déplace. Tout ça c'est pour vous rappeler aussi que la moyenne c'est ce qu'on appelle un caractère de tendance centrale. Ça donne une idée d'où se trouve le centre de ma distribution.
L'écart type, par contre, quand je le fais varier, ça ne change pas le sens de ma distribution, mais ça me donne une idée de la dispersion des valeurs autour de la moyenne. Si je prends un écart type tout petit, eh bien, ça veut dire que l'ensemble des valeurs prises par ma variable vont être fort proches de la moyenne, ici de 19,5. Par contre, si je prends un écart type très grand, ça veut dire que ma variable va prendre des valeurs qui vont être fort dispersées autour de ma moyenne. Alors, je vous ai parlé d'intervalle aussi, si je reviens à la théorie. Je disais que l'air compris sans mu plus ou moins sigma était égal à 2/3 des valeurs, et puis mu plus 2 sigma, ça correspondait à 95% des valeurs. Qu'est-ce que je voulais dire concrètement par ça? Je reviens à GeoGebra. Je rappelle que l'air sous la courbe, entre moins l'infini et plus l'infini, quand on a une fonction de densité, ça vaut toujours 100%. Alors, si je prends l'air qui se trouve entre la moyenne moins 1 fois sigma, donc je vais prendre 1 fois sigma ici, et la moyenne plus 1 fois sigma, donc d'ailleurs je rappelle que mu moins sigma et mu plus sigma, ce sont des points intéressants parce que ce sont les points où la courbe de Gauss a ses points d'inflexion. Eh bien, j'ai une surface, alors on peut calculer cette surface et montrer que ça représente 2/3 des valeurs prises par ma variable aléatoire. Donc, quand je connais la moyenne, donc le mu et le sigma, j'ai déjà beaucoup d'informations quant à ma variable aléatoire, parce que je sais que 2/3 des valeurs prises par ma variable aléatoire se trouvent dans l'intervalle mu moins sigma, mu plus sigma. Alors, ce qui est encore plus intéressant, je vais expliquer pourquoi après, c'est si on prend 2 fois l'écart type, donc 2 fois sigma. Si je prends la moyenne moins 2 fois l'écart type, ou la moyenne plus 2 fois l'écart type, donc dans ce cas-ci, allez, je vais prendre une moyenne égale à 15 et un écart type égal à 3 par exemple. Juste 3. Donc je suis dans l'intervalle 9, 21, puisque ma moyenne c'est 15. 15 moins 2 fois 3, ça fait bien 9, et 15 plus 2 fois 3, ça fait 21. Ben, je sais que approximativement, chaque fois que je prendrai l'intervalle moyenne moins 2 fois l'écart type moyenne plus 2 fois l'écart type, peu importe les valeurs de la moyenne de l'écart type, ça ne change rien, j'aurai toujours 95% de ma population. Pourquoi est-ce que c'est super important ça? Ben, c'est surtout important pour les médecins. J'explique pourquoi. J'imagine que j'ai un bébé de 6 mois. Un bébé de 6 mois, en moyenne, ça pèse 7,5 kg. Donc je vais prendre une moyenne de 7,5, voilà. 7,5 avec un écart type de 1 kg. Quand je parle d'un bébé de 6 mois, c'est une fille. Il suffit de regarder dans le carnet de l'ONE, vous verrez qu'en moyenne, un bébé de 6 mois, fille, pèse 7,5 kg. Avec un écart type de 1. Donc je prends un écart type de 1, voilà. Donc ça veut dire que 95% des bébés filles en Belgique pèsent entre 5,5 kg et 9,5 kg. Donc quand vous allez chez le pédiatre avec votre enfant, s'il n'est pas dans cet intervalle-là, il n'est pas dans les 95% de la population belge des bébés filles de 6 mois. Et donc le pédiatre peut s'inquiéter et se dire, bon, est-ce que votre bébé n'a pas un souci? S'il est en dessous, est-ce qu'il n'est pas mal nourri, ou est-ce qu'il n'y a pas des grands enfants dans la famille? Enfin, il peut avoir, c'est pas nécessairement un enfant qui a un problème grave, mais le pédiatre va être alerté parce qu'il ne se trouve pas dans l'intervalle correspondant à 95% de la population. Ces intervalles, vous les retrouvez quand vous allez faire une analyse de sang et que vous voulez savoir si votre taux de fer est bon. En fait, on vous donne des intervalles. Ces intervalles, en fait, ils correspondent tout à fait à ça. C'est la moyenne moins 2 fois l'écart type et la moyenne plus 2 fois l'écart type que l'on retrouve dans la population des personnes qui ont un taux de fer normal, je vais dire. Donc, cet intervalle-là, il intervient très souvent en médecine. Alors, on a un autre problème avec cette loi normale, c'est que chaque fois que je change la moyenne et l'écart type, j'obtiens une courbe en cloche qui a une forme différente. Elle a toujours une forme de cloche, mais elle a une taille, une hauteur différente, une largeur différente, etc. Et donc, pour calculer une probabilité, je vais devoir calculer une aire sous une courbe, et donc calculer une intégrale avec cette fonction-là.
Seulement cette fonction-là, vous pouvez essayer de l'intégrer entre deux valeurs, hein. Il suffit de prendre une moyenne bien spécifique, une moyenne égale à 3, un écart type égal à 2. Essayez d'intégrer par exemple, donc je vais prendre un exemple concret. Je vais prendre une moyenne égale à 7 et un écart type égal à 3. Si je voulais calculer la probabilité que ma variable se trouve entre 10 et 12, il faudrait que je calcule l'aire sous la courbe, donc l'intégrale de 10 à 12 de cette fonction-ci, avec mu qui vaut 7 et sigma qui vaut 3. Vous pouvez utiliser toutes les méthodes d'intégration qu'on a vues en secondaire et même dans le supérieur, vous n'y arriverez pas analytiquement. On n'arrive pas à calculer cette intégrale de manière analytique. On peut le faire de manière numérique en faisant des sommes de rectangles minuscules, hein, comme on l'avait fait au début du chapitre du calcul intégral. Donc concrètement, c'est embêtant puisque c'est un peu casse-pied à faire, ça, évidemment. Donc, ce qu'on va faire, chaque fois qu'on aura un problème avec une variable aléatoire qui suit une loi normale avec une moyenne spécifique et un écart type spécifique, c'est qu'on va faire un changement de variable pour se ramener à une loi normale standard qui aurait une moyenne égale à 0 et un écart type égal à 1. Voilà la variable aléatoire normale, on l'appelle la variable aléatoire normale centrée réduite, parce qu'elle est centrée sur l'axe des Y, sa moyenne vaut 0 et l'écart type vaut 1. Quelle que soit la variable aléatoire que l'on considère qui suit une loi normale, on va toujours pouvoir faire un changement de variable pour se ramener à cette variable normale centrée réduite pour laquelle on a des tables qui nous donnent les probabilités et donc on n'a pas besoin de les calculer avec un calcul intégral.